ce rendez-vous d'octobre des Lundis de la Mer, on accueille ce soir Jasmina Stevanovic, qui est doctorante au CERLIS, c'est le centre de recherche sur les liens sociaux à l'Université Paris-Descartes. Je la remercie tout particulièrement parce qu'elle a un emploi du temps très chargé. Donc elle s'est déplacée à Lorient alors que sa soutenance de thèse est en novembre. Donc vous vous rendez compte du privilège qu'elle nous fait ce soir. Donc sur plusieurs années, elle a fait une enquête ethnographique à bord de navires de commerce. Elle en a tiré plein de choses qu'elle va nous raconter ce soir. Donc elle va nous raconter la longue traversée des femmes officiers dans la marine marchande. Bonne soirée. Bonsoir. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. Donc oui, effectivement, je vais bientôt soutenir ma thèse. Et donc, vous êtes un peu le premier public à qui je vais exposer une toute petite partie de ce travail, parce qu'évidemment, sinon, on aurait pour à peu près 18 heures de conférence. Voilà, donc je me présente en quelques mots. Donc, elle vous l'a dit, Jasmina Stevanovic. Je suis doctorante à l'Université Paris-Descartes et donc je suis en fait sociologue du travail. Sociologue du travail et du genre. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, j'en dis quelques mots parce que je ne sais pas si tout le monde ici est familier et puis que les sociologues, des fois, sont un peu jargonneux. Alors, parfois, c'est un peu ennuyeux de nous écouter. Et puis, moi, la première, d'ailleurs, sûrement. Donc, on va voir ça. Mais enfin, simplement pour vous dire qu'il y a deux manières de s'intéresser au travail quand on est sociologue du travail. Il y a l'idée de s'intéresser au travail en lui-même, c'est-à-dire au contenu de l'activité. Qu'est-ce qu'on fait en quoi consiste exactement l'activité. On peut s'intéresser, quand on s'intéresse au travail, aux relations de travail, c'est-à-dire les gens qui travaillent entre eux, les rapports hiérarchiques, etc. On peut s'intéresser aussi au rapport au travail. Est-ce que les gens sont heureux dans le travail ? Est-ce qu'ils ne sont pas heureux ? Quelles sont leurs pénibilités, etc. Et ensuite, on peut s'intéresser plus spécifiquement au travailleur. Le travailleur, c'est donc, ça peut être sa trajectoire, pourquoi il décide de faire ce métier. Ça peut être sa carrière, la manière dont il va la conduire. Et puis, ça peut être aussi les conditions d'emploi en fait, qui vont concerner son rapport à la stabilité dans l'emploi et les recherches qu'il peut faire autour d'un statut professionnel. Alors, donc moi, ma thèse, elle a essayé un petit peu de s'interroger un peu sur tous ces thèmes. Et je me suis intéressée à une variable qui questionne en fait tout ce que je viens de vous dire, c'est à la variable du genre. Donc le genre au travail, c'est-à-dire en quoi le fait d'appartenir à une catégorie de sexe affecte toutes ces dimensions du travail. Alors, donc ce terrain, comme je l'ai dit, s'appuie sur un terrain, je veux dire, qui a duré plusieurs années. De 2007 à 2013, et donc j'ai rencontré des jeunes femmes, en fait, la première fois en 2007 à l'école de la marine marchande, et à partir d'un noyau de quelques femmes, je les ai suivies, justement, dans leur carrière, c'est-à-dire là où elles sont allées, j'ai essayé d'aller aussi, c'est-à-dire que, on le sait peut-être pas, mais les officiers peuvent faire carrière dans plusieurs modes de navigation. Et donc, moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai essayé de les accompagner sur leur lieu de travail. Du coup, j'ai réalisé plusieurs embarquements. Je dirais qu'au total, c'est pas énorme par rapport à des marins qui sont embarqués, mais je veux dire, au total, j'ai peut-être passé 3 mois à bord des navires, tout cumulé. Et voilà. Alors, donc j'ai eu une méthode, j'ai utilisé une méthode qui est un peu particulière, c'est que j'ai filmé, en fait, puisque c'était une idée de mobiliser un outil méthodologique un peu pas usuel. D'habitude, quand on est en sociologie, on fait des entretiens enregistrés. Moi, mes entretiens ont été enregistrés, mais aussi filmés. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, mon travail de thèse va s'accompagner d'un film. Et là, il n'est pas terminé, mais je vous ai mis un petit bout à bout, parce que si vous vous ennuyez, comme ça, vous pouvez regarder les images. Et voilà, et donc ça va vous donner une ambiance, mais vous n'aurez pas le son, parce que déjà, il n'est pas encore égalisé, d'une part, et puis d'autre part, parce que le film n'est pas terminé. Donc, quand on procède au montage d'un film, en général, on va mettre plusieurs séquences en bout à bout, et là, c'est un bout de ce bout à bout.
Voilà. Hein, et donc, je vais le laisser défiler en fait pendant que je vais parler. Voilà. Alors, je le lance. Et voilà. Et dès que vous vous ennuyez, ben voilà, vous regardez le film et puis après vous revenez quand vous vous réaccrochez. Voilà. Alors, je rappelle à toute fin utile, donc pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes de la marine marchande, que ce que je ne considère pas être non plus spécialement, mais simplement à toute fin utile, les marins de la marine marchande donc, sont à distinguer des marins pêcheurs, d'une part, des marins de la marine nationale, des marins de plaisance. Voilà. Donc déjà, il s'agit d'une enquête, en ce qui me concerne, qui a été circonscrite à un univers professionnel maritime bien particulier, qui a donc ses propres logiques de fonctionnement en tant qu'univers professionnel. Et donc, pour vous donner un repère sur l'importance de ce secteur professionnel, eh bien, la CNUSED, qui est la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, eh bien, la CNUSED avance que 90% des échanges de marchandises internationaux sont réalisés par la marine marchande. Ça revient à dire que, en fait, tout ce que vous possédez chez vous, quasiment, a été un jour acheminé par un navire marchand. Que ce soit l'essence que vous mettez dans votre voiture, ou que ce soit la télévision que vous avez, ou la voiture que vous conduisez, enfin, à part si elle vient de France, et que ce soit les bananes que vous mangez, bref, toutes ces marchandises ont été acheminées un jour par un bateau. Alors, quel est l'enjeu de la présence des femmes dans la marine marchande ? Alors, un des enjeux principaux que je me propose d'explorer ici, eh bien, ça se trouve au niveau du questionnement des compétences des femmes, qui, par leur présence, en fait, viennent d'une certaine manière contredire un modèle professionnel qui est basé avant tout sur l'entre-soi. D'accord ? Ça veut dire que dans cette perspective, ça veut dire que les normes comportementales qui vont être valorisées donc, dans le secteur de la marine marchande, eh bien, vont valoriser la virilité, ce dont à peu près systématiquement les femmes seraient a priori exclues. D'accord ? Dans les représentations collectives. Alors, en quelque sorte, ça revient à dire que le modèle professionnel du marin, que devient-il si des femmes investissent ce milieu professionnel ? Et donc, cette question, elle n'est pas du tout exclusive à la marine marchande, puisqu'elle s'est posée de la même façon chez les avocats, chez les magistrats, chez les architectes, etc., etc. Sauf que la marine marchande, c'est un petit peu plus récent que les professions que je viens de citer. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres de repères. Quand on est sociologue justement du travail, on essaye de s'insérer un petit peu dans des logiques, de voir que l'histoire s'inscrit, que ça s'inscrit dans une histoire. Et donc, si vous voulez quelques renseignements donc, sur le travail des femmes dans la société française, eh bien, ce sont les années 60. C'est dans les années 60 que vont naître les premières approches ciblées sur le travail des femmes. Et donc, les questionnements sur la place des femmes dans le monde du travail, depuis lors, constituent un champ de recherche à part entière dans la sociologie actuellement. Et donc, cet intérêt sur la place des femmes dans le travail est en partie lié au fait que la conquête du travail salarié par les femmes n'a cessé de croître, même dans les milieux professionnels qui étaient historiquement masculins. Et donc, en 50 ans, on est passé du travail de la femme au foyer, le travail de la femme au foyer a progressivement laissé place à celui de la femme salariée. Et donc ça, c'est donc une avancée sociétale majeure qui s'est construite de pair avec la progression des scolarités féminines, partant de l'idée que vous avez de nombreuses études qui montrent qu'en fait les jeunes filles réussissent mieux à l'école que les garçons, en tout cas jusqu'au baccalauréat. Donc ça va avec cette progression des scolarités féminines, ça va avec une transformation et une amélioration du droit des travails des femmes. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 événements majeurs qui ont fait progresser le travail des femmes. C'est en 1965, les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans demander l'autorisation à leur mari. C'est seulement en 1965 quand même. Et en 1972 est votée aussi une loi sur l'égalité des salaires. Donc ça, ce sont les avancées majeures en fait en termes de droits qui ont permis aux femmes d'investir aussi la sphère du travail.
Alors, une autre dimension qui doit être soulignée aussi, c'est aussi l'accès à la maîtrise de la procréation, hein, donc l'accès à la pilule, etc., a aussi permis de mieux contrôler en fait les naissances et de favoriser aussi des carrières professionnelles. Alors pourtant, cette progression, elle est ambivalente. Le travail salarié des femmes reste toujours largement cantonné non seulement à certaines activités, donc vous avez le care, hein, c'est tout ce qui est le soin à la personne, aide-soignante, aide à domicile, etc. Elles sont aussi toujours cantonnées aux activités de vente, de commerce, et elles sont aussi cantonnées non seulement donc à des secteurs d'activité, mais aussi à des positions hiérarchiques. Donc c'est ainsi qu'on les retrouve en nombre dans le salariat d'exécution. Alors de plus, les femmes continuent à être plus fortement touchées que les hommes par les formes de sous-emploi. Donc avec notamment en 2010, vous avez 30% de femmes qui travaillent à temps partiel contre 6% d'hommes. Quant au taux de chômage, il a longtemps concerné davantage les femmes que les hommes, même si la crise actuelle nous amène à reconsidérer en fait ces chiffres, puisque la conjoncture économique a plus durement touché les hommes que les femmes, puisqu'ils travaillent plus, ce qui est logique. Alors, si les femmes sont surreprésentées dans le salariat d'exécution, elles sont néanmoins présentes chez les cadres. Alors, puisqu'on parle des officières de marine marchande, et donc j'emploie le terme d'officière parce qu'il existe, et que les officières sont rattachées à cette catégorie de cadres, donc les enquêtes publiées par l'INSEE montrent qu'en 40 ans, la part des femmes chez les cadres a progressé. Elle est passée de 16% en 1962 à 34% en 2010. Et donc, sans aller jusqu'à parler d'égalité, hein, la mixité professionnelle existe désormais dans la quasi-totalité des métiers, et ce, à tous les échelons hiérarchiques. Hein. Donc, bien sûr, pas confondre, mixité n'est pas la même chose qu'égalité, hein, on est bien d'accord. Alors, la progression de la féminisation dans la catégorie des cadres est présentée généralement par les sociologues comme une des caractéristiques de l'évolution du travail actuellement. Et donc les sociologues qui ont travaillé sur cette question ont d'ailleurs révélé que c'est dans les catégories supérieures, comme peuvent l'être, donc, je le disais, les femmes, les commissaires de police par exemple, les chirurgiennes ou encore les femmes architectes, c'est dans ces catégories supérieures qu'on trouve les plus grandes avancées en mixité. Et malgré quand même cette progression importante, il y a quand même des fortes disparités qui persistent, notamment donc en termes d'accession aux postes dits à forte responsabilité. Donc la marine marchande, c'est un milieu traditionnellement peu féminin. Alors historiquement, dès lors qu'on évoque... Oui, vous n'hésiterez pas à me poser des questions après hein, sur le féminin. Donc dès lors qu'on évoque le mot marin, celui-ci renvoie à tout un ensemble d'imaginaires qui ont été forgés tout au long des siècles, notamment par les grands navigateurs. Donc vous avez Ulysse, vous avez les Vikings, vous avez Christophe Colomb, Vasco de Gama, mais vous avez aussi des personnages fictifs, hein, le capitaine Nemo, le capitaine Crochet, etc. Et bien que tous ces personnages soient réels ou fictifs, ils sont quasiment tous incarnés par des figures masculines. Et donc au cours des entretiens que j'ai pu mener, auprès des hommes comme auprès des hommes, nombreuses ont été les allusions au sujet de ce qu'il fallait être pour être un bon marin. Donc il faut être courageux, il faut en avoir, il faut être fort, il faut avoir du mental, il faut prendre sur soi, etc. Donc, érigé en valeur absolue, on trouve dans la virilité les bases du comportement attendu du marin de marine marchande. Et donc, ce modèle de virilité a été décrit par Jean-Jacques Courtine, qui est un historien de la virilité. Selon cet historien, ça repose sur 3 valeurs essentielles. C'est la force physique, le courage et la puissance sexuelle. Et donc, déjà en vigueur durant l'Antiquité, il est érigé en contre-modèle de la femme,
mais aussi il est érigé comme principe de domination entre hommes. Donc, moi je suis plus viril que lui parce que ceci, parce que cela, etc. etc. Donc c'est non seulement le contre-modèle de la femme, mais en plus ça sert aux hommes à se hiérarchiser entre eux. Et d'ailleurs, dans le monde maritime, vous avez un anthropologue là, qui vient de sortir un livre là, qui parlait de cette emprise des hommes sur la mer et qui disait, je le cite, « Une autre de ces étonnantes permanences est cette sorte d'incompatibilité traditionnelle entre les femmes et la mer. À peu près partout dans le monde, le métier de marin a toujours été masculin, d'une façon si exclusive que les marins répugnaient à laisser monter les femmes à bord. » Et donc, effectivement, on peut même dire qu'encore aujourd'hui, vous avez des formes de superstition qui sont encore à l'œuvre dans la marine marchande et qui donnent lieu à des exemples. Moi-même, j'ai assisté. Un jour, j'étais sur le pétrolier que vous avez vu, et puis il y avait un bosco qui est venu me voir pour me dire « Regarde, depuis que la seconde capitaine est ici, on a eu tous la gastro. Le bateau est parti à la dérive, on n'a que du mauvais temps. En plus, le cuisinier ne fait pas bien à manger, donc on voit bien que les femmes à bord portent malheur. » Donc ça, c'est... de toute façon, même si les gens n'y croient pas, en tout cas, c'est quelque chose qui est toujours réaffirmé comme une tradition maritime qui serait toujours à l'œuvre. Donc au même titre que le lapin. Alors... Donc vous avez même des articles très intéressants sur cette question des superstitions à l'égard des femmes et à l'égard des lapins. Alors sinon, d'autres qualités. Donc on a compris, tout ça pour vous dire que les femmes ne sont pas viriles, donc comment on fait pour monter à bord quand on ne l'est pas? Et qu'il y a aussi d'autres qualités dont les femmes sont a priori exclues, mais qui feraient normalement le bon marin, c'est-à-dire la force physique, la capacité d'un engagement professionnel total et radical, la technicité, l'autorité, la fermeté, et bref, autant de propriétés qui font de la présence des femmes, pour les conservateurs du milieu, parce qu'il n'y a pas que des conservateurs dans ce milieu, et bien dès lors qu'elles y travaillent, donc c'est autant de propriétés qui font des femmes une anomalie dans ce secteur professionnel. Et donc, on comprendra que cette matrice des comportements, donc cette espèce d'ensemble de qualités qui seraient nécessaires pour être un bon marin, qui s'est construite durant des siècles au masculin, eh bien, on comprendra que ça laisse peu de place aux qualités qui sont, elles, associées au féminin. Et donc, que tout ça soit réel ou fictif, eh bien, ça participe de toute façon à la mise à l'écart des femmes, qui, par leur présence, fragilisent une construction identitaire qui est basée historiquement sur un espace où seuls les hommes étaient représentés. Voilà. Alors, du coup, ça donne quoi? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une répartition qui laisse entrevoir une faible féminisation de ce métier. Donc, les chiffres sont significatifs. Donc, le Bureau international du travail fait état de 1 300 000 marins dans le monde, dont 1 à 2% de femmes. Et plus précisément, on apprend que dans ce petit pourcentage de 1 à 2%, seulement 7% de ces femmes accèdent à des fonctions d'officier, contre 42% d'hommes. Alors, qu'en est-il du cas français? En France, eh bien, il y a environ 16 500 marins qui sont immatriculés à l'ENIM. L'ENIM, c'est la sécurité sociale des marins. Les marins relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale qui s'appelle l'ENIM. Et donc, il recense 16 500 immatriculés. Alors, selon la CNUSED, dont je parlais tout à l'heure, c'est en France, 16 500, c'est à peu près 3 fois moins que ce qu'en comptait le secteur il y a 60 ans. Alors même que l'activité maritime a largement progressé. Et donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont conjugués à cette diminution des effectifs de marins français, qui sont intervenus donc après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez une concurrence accrue, du fait qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux pays sur le marché du transport maritime. Vous avez eu la fin des monopoles coloniaux,
qui ont diminué fortement les échanges commerciaux vers les anciennes colonies. Vous avez la modernisation des navires et puis des appareils portuaires qui nécessitent moins de personnel. Vous avez la conteneurisation qui va standardiser la logistique. Et puis le gigantisme des nouveaux navires, la mécanisation. Bref, autant d'éléments qui ont réduit considérablement les besoins en main-d'œuvre. Et à cela s'ajoute, et c'est en fait une conséquence de tout ce que je viens de citer comme phénomène, eh bien, le développement des pavillons de complaisance qui autorisent les armateurs à trouver à l'étranger une main-d'œuvre à meilleur marché et qui explique ainsi la raison de la diminution du recours à la main-d'œuvre française. Alors, l'étude du Centre de recherche sur les qualifications, qui s'appelle le CEREQ, qui a été réalisée en 2010 spécifiquement sur la population des officiers, eh bien, fait état, donc, autre que les 16 500 marins, eh bien, ils estiment que la part des femmes parmi l'ensemble des marins français s'élève à 8,31%. Il y aurait donc 1376 femmes marins. Et sur l'ensemble de ces marins, donc là je parle sur le chiffre global, eh bien, elles sont 2,9% à occuper des positions hiérarchiques dites élevées, c'est-à-dire celles des officiers, tandis qu'elles sont 4 fois plus nombreuses à être représentées dans les catégories de personnel d'exécution, où elles atteignent 12,7% des effectifs. En creux, ça souligne quoi ? Eh bien, on a une répartition entre officiers et personnel d'exécution qui est extrêmement déséquilibrée quand on les rapporte au sexe des travailleurs. Donc il y a 85% de la marine, des femmes de la marine marchande appartiennent à la catégorie du personnel d'exécution, contre 15% à la catégorie des officiers. Alors que les chiffres masculins sur cette même question sont nettement plus équilibrés, puisqu'on a 47% d'officiers contre 52% de personnel d'exécution. Donc on a bien des chiffres très déséquilibrés. En plus, il faudrait repréciser quelque chose, c'est que sur cette catégorie des 85% de femmes qui appartiennent au personnel d'exécution, eh bien, elles occupent certes les emplois les moins qualifiés, mais la variété des métiers du marin, eh bien, oblige à préciser que ces femmes occupent des postes qui sont liés à l'hôtellerie, comme le rapporte donc le rapport du CEREQ, c'est-à-dire hors fonction d'officier, les femmes se trouvent le plus souvent dans les postes d'agents de service général, qui correspondent majoritairement au service hôtelier embarqué. Et de fait, elles sont quasiment absentes des postes d'exécution, du pont et de la machine, ce qui fait que vous avez ce soir une présence très rarissime, qui est celle d'une personne qui justement travaille dans la catégorie qui est la plus rarissime dans la marine marchande. Voilà. Alors, sinon, donc, l'idée c'était de comprendre un petit peu, bon bah là d'ailleurs c'est un des exemples de l'interview, c'était de comprendre si les motifs d'engagement de ces hommes et ces femmes étaient différents, ou s'ils étaient identiques à ceux des hommes. Donc toujours sur la catégorie des officiers. Donc qu'est-ce qu'il y a d'identique ? Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est une appartenance à des milieux sociaux plutôt favorisés, classe moyenne supérieure. Chez les femmes que j'ai pu interviewer, je n'ai pas d'héritière directe. Je n'ai pas de personnes dont le papa, j'allais dire ou la maman, mais enfin ça aurait été encore plus rare, mais dont le papa a été officier. Donc c'est plutôt des liens plutôt indirects, de familles lointaines, mais le grand point commun de toutes ces femmes, mais aussi celui des hommes, c'est d'être socialisées. Alors, quand on veut dire socialisées, c'est-à-dire c'est d'être familiarisées aux pratiques des loisirs maritimes. C'est par la voile, par la pratique de la voile, que très généralement on trouve, c'est le point commun qui caractérise les officiers en général. Donc, une pratique des loisirs maritimes. Ensuite, quand il s'agit, on peut avoir une pratique des loisirs maritimes et puis décider de faire, je ne sais pas moi, de devenir
marins à la plaisance professionnelle. Donc, qu'est-ce qui peut motiver à faire la marine marchande? Eh bien, il y a l'idée, d'une part, qu'il s'agit... Alors, ce qui est revenu dans les entretiens, en tout cas, c'est l'idée d'un concours gratuit. Hein. Donc, de l'idée derrière laquelle il y aurait, on ne perd rien à essayer. Au même titre, j'ai eu beaucoup d'officières qui ont fait ce concours au même titre qu'elles ont fait celui d'orthophoniste ou celui de... je ne sais plus, non, c'était orthophoniste. Et voilà, donc l'idée de faire un concours pour essayer d'entrer dans une grande école. Parce que depuis 2011, mais alors évidemment sur mon enquête, elle n'en avait pas encore le titre, mais depuis 2011, les officiers appartiennent à la catégorie des ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils en ont le titre. Avant, ils en avaient, comment dire, ils étaient cousins, on va dire, des ingénieurs. Maintenant, ils en ont le titre à part entière depuis 2011. Donc cette idée, l'idée donc, des motivations, c'est d'accéder à un diplôme qui est recyclable à terre, hein, puisqu'on peut, quand on fait la marine marchande, on peut ensuite valoriser un diplôme dans le paramaritime. L'idée d'accéder à une stabilité de l'emploi, à une stabilité des salaires, et l'idée aussi d'avoir l'idée des congés aussi, qui sont aussi une source d'attraction, on va dire, pour le métier de marine marchande, en tout cas au début. Alors, donc ça c'était pour vous dire en quelques mots les motifs d'engagement. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc je le disais, après, une fois qu'elles sont entrées à l'école, qu'elles ont passé les diplômes et qu'elles ont fait les rites de passage, eh bien vient le temps de l'embarquement et donc l'idée de comprendre comment ça peut se passer concrètement à bord. C'était un petit peu l'objectif. Alors, donc avant le genre, je voudrais quand même expliquer qu'à bord, vous avez plusieurs ordres, entre guillemets, qui sont en vigueur. Donc on a d'abord, et vous vous en doutez, avant le genre, il y a l'ordre de la hiérarchie, qui est une hiérarchie verticale. L'ordre du bord, c'est du matelot au commandant. Et donc on va avoir des matelots, des chefs de bordée, on va avoir des boscos, on va avoir ensuite à la machine des ouvriers mécaniciens, des maîtres machines, des troisièmes mécaniciens, seconds mécaniciens, chefs mécaniciens. Et vous avez ensuite au pont, pareil, vous avez des matelots de pont, enfin bon, etc., jusqu'au commandant. Donc ça, c'est une hiérarchie verticale qui est très solide, hein, puisque c'est encore celle qui est en vigueur. Elle a été éprouvée par des siècles de présence. Et donc, on en est même à avoir des entretiens où vraiment la parole sacrée du commandant serait encore valable, malgré l'incursion de plus en plus présente des compagnies à bord des navires, puisque les nouvelles technologies ont permis aux armateurs d'intervenir beaucoup plus facilement en fait, dans la gestion de la vie du bord. Mais il y a quand même une confiance donnée au commandant, une confiance donnée à cette hiérarchie, c'est elle qui fonctionne, et c'est elle qui donne la confiance. Alors, et donc c'est ce qui fait que parfois on dit toujours, oui, le commandant, c'est quand même le dieu sur le bateau. Donc vous voyez des mots très forts pour caractériser cette hiérarchie. Vous avez aussi, ça j'ai pu m'en apercevoir, en étant à bord, une sorte de hiérarchie symbolique. Symbolique, c'est que vous avez, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais vous avez 3 services à bord des navires. Vous avez le service pont, vous avez le service machine, vous avez le service général. Les officières, une des caractéristiques, j'ai oublié de le mentionner, sont polyvalentes, celles qui ont fait l'objet de cette enquête. C'est-à-dire qu'elles travaillent alternativement au pont et à la machine. Elles font les deux. Donc dans cet ordre du bord, la hiérarchie symbolique, eh bien, vous avez l'idée que exercer au pont, ça renvoie à un travail, on va dire entre guillemets intellectuel, propre. Les personnes attachées au service pont travaillent dans un environnement lumineux, vitré, etc. À la machine, vous avez un univers qui est technique, qui est aussi intellectuel, mais qui va être plus placé du côté de la technique. Et puis vous avez aussi un espace de travail qui est
où il n'y a pas de lumière, qui est très bruyant, avec de fortes odeurs, etc. Et donc, on va dire que le modèle de la virilité s'exprime beaucoup plus à la machine que au pont. Et puis vous avez le travail du service général qui, lui, est nettement moins valorisé par rapport aux deux autres, dans l'imaginaire collectif, on est bien d'accord, et parce qu'il est perçu comme une situation d'assujettissement, c'est-à-dire le fait d'être au service d'eux, eh bien, fait que ils sont... En fait, même, c'est assez curieux parce que quand on lit des enquêtes qui ont été faites sur la marine marchande, c'est des personnes dont on parle quasiment jamais, en fait, au final, les personnes du service général. C'est comme si, en fait, ils n'avaient pas les galons nécessaires pour être suffisamment dignes d'intérêt pour, on parle toujours de la relation un petit peu antagoniste entre pont et machine, les pontus contre les chiffons gras, etc., etc. Et dans cette relation, en fait, eh bien, le service général est assez exclu. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que même dans l'espace même du navire, ils sont situés, ils sont pas situés aux mêmes endroits, même dans le bateau, et en plus, ils n'ont pas les mêmes horaires de travail, puisque quand certains mangent, eh bien, eux travaillent, etc. Donc tout ça m'a fait penser, en tout cas, qu'il y avait aussi une hiérarchie symbolique qui était fortement en vigueur à bord, et d'ailleurs, elle est aussi inscrite dans l'architecture du navire, puisque vous avez la droite qui est valorisée. Et donc, les cabines des officiers ponts sont souvent, dans l'architecture du bateau, situées dans la droite du navire. Et plus on est haut dans la hiérarchie, plus on habite haut dans le bateau. Plus on est bas dans la hiérarchie, plus on habite en bas du bateau. Et donc, selon le pont, on va habiter plutôt au côté tribord. Et à la machine, on habite au côté bâbord. Voilà. Ça participe d'une histoire aussi culturelle qui est assez intéressante. Donc, vous l'aurez compris, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est de bien dire que c'est un univers très, très masculin, et donc les femmes qui arrivent doivent s'insérer dans un milieu qui n'est a priori pas, où elles sont a priori pas forcément les bienvenues. Alors, vous avez le témoignage de Justine qui va renvoyer justement directement à cette dimension. Et elle va établir dans l'anecdote qui lui est arrivée un lien direct sur le fait que ces manières d'être ont été, rejetées au nom du fait qu'elle était une femme, et qui a fait qu'elle n'a pas pu se maintenir dans son emploi. Donc Juliana arrive un jour chez le commandant, donc elle dit « J'arrive chez le commandant, je commence à lui raconter l'histoire. J'ai un problème, j'ai retrouvé le cuisinier avec mon soutif. Ce n'est pas normal. Il est venu dans ma cabine fouiller dans mon tiroir. C'est quand même un tiroir d'officier. » Alors le commandant, lui, complètement paniqué, parce que c'est le genre de commandant qui n'arrivait pas à regarder les filles en face. Alors qu'il y ait une histoire un peu sexuelle qui se passe sur son bateau, bref, il nous convoque tous les deux et il dit « Est-ce que c'est vrai que vous avez fait ça ?» Le gars répond « Oui, c'est vrai. » « Est-ce que vous êtes allé chercher dans son tiroir ?» « Oui, c'est vrai. » « Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave ?» ?»« Oui, c'est grave. » « Bon, ok, vous pouvez sortir. » Et là, je me fais pourrir par le commandant. « Juliana, tu sais, c'est un peu de ta faute. Tu souris trop, tu es trop gentille avec les gens. Faut pas leur parler, il faut les vouvoyer. » Et bref, au final, j'ai été très mal notée. Et j'ai été conne parce que j'ai signé mes notes. Et je n'aurais peut-être pas dû parce que ça signifiait bien que je ne serais pas renouvelée dans mon contrat. Et quand j'ai reçu la lettre, quand elle était débarquée, elle dit « Quand j'ai reçu la lettre, j'ai été choquée d'être virée, parce que je pense que c'est toujours choquant d'être virée de quelque part, mais je pense vraiment que c'était parce que j'étais une femme. » Voilà. Alors, dans cette évaluation, parce que c'est une des caractéristiques des marins, c'est que chaque marin est noté quand il fait un embarquement, donc à la fin de chaque embarquement, il sera noté. Et on va noter, cette évaluation va montrer que les critères qui sont utilisés pour noter des personnes, eh bien, comme c'est, sont pas forcément très objectifs. Donc ils vont être sur des manières d'être comportementales, dont a priori les femmes n'auraient pas les qualités. Donc ça pose problème quand il faut noter des personnes. Alors, justement, cette évaluation, donc, eh bien, elle vient montrer que ça interroge les représentations des uns et des autres sur ce que doivent être les manières d'être de chacun et de chacune à bord. Et dans notre cas, eh bien, la domination numérique des hommes,
induit que la carrière féminine va être notée, soumise à l'approbation des hommes. Donc les marges d'interprétation vont être larges, et c'est surtout celles qui vont associer en fait certaines conduites à certains rôles sociaux. Et donc les femmes vont être tenues d'élaborer des conduites pour être conformes à la norme établie, qui évidemment s'est construite de façon masculine. Donc c'est pour ça que moi je me suis intéressée à un petit point que je voulais vous présenter ce soir, c'était aussi celui du vêtement. Pourquoi ? Parce que le vêtement, ça peut paraître dérisoire comme ça, et en même temps, je me suis aperçue que c'était un peu par là où passaient toutes ces normes comportementales. C'est-à-dire que dans chaque entretien que j'ai pu réaliser, j'en ai réalisé 52, donc 24 femmes et 22 hommes, eh bien, à chaque fois, la question du vêtement revient dans les entretiens spontanément. Et sur ce point, eh bien, justement, une jeune fille que j'avais interrogée était venue me voir en me disant tiens, regarde, je suis rentrée dans cette nouvelle compagnie, regarde ce qu'on m'a donné. Et donc, je vois guide d'embarquement à l'usage du personnel féminin. Et alors, on ouvre le préambule, et puis donc, dans le préambule, il y a marqué donc, vous allez embarquer sur l'un des navires de telle compagnie. Vous êtes ainsi l'un des acteurs politiques d'emploi du personnel féminin décidé par la direction générale de la compagnie. Vous avez choisi d'être marin. Ce métier comporte des contraintes extra-professionnelles qui concernent votre mode de vie et l'implication de la sécurité du bord. Vous allez découvrir un univers jusqu'à aujourd'hui essentiellement masculin. Et la reconnaissance de votre capacité à occuper des postes embarqués au même titre que vos camarades masculins, sera confirmée par la réussite ou non de votre intégration dans les équipages. Donc, nul doute que pour l'auteur de ce guide, c'est la norme masculine qui prévaut sur tout autre. Donc, il s'agit, pour l'officière qui embarque, de se conformer à ce modèle dominant si elle souhaite être intégrée et progresser. Et on va le voir, il faut quand même une certaine persévérance pour être intégrée, justement. Alors, quand une femme est à bord, une officière, et qu'elle occupe des fonctions donc d'officière, il semble difficile de la renvoyer à son incompétence, parce qu'elle a obtenu les mêmes diplômes que ses collègues masculins, elle a réalisé ses temps d'élève, et donc questionner le bien fondé de sa formation reviendrait aussi à remettre en cause les compétences des hommes. Donc, ça arrive, il y a évidemment sûrement des femmes qui ne font pas l'affaire, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas sur leurs compétences en fait, techniques qu'elles sont interrogées, c'est toujours sur des compétences comportementales. Et donc j'ai rappelé qu'il existe un certain ordre du genre, et ça va se jouer dans l'intégration des normes à l'image du contrôle du vêtement. Donc, parce que, pour moi, comme je le disais, l'exemple de l'habillement me semble réunir un ensemble de caractéristiques qui permettent de saisir assez justement le quotidien des femmes à bord. Alors, le poids des apparences, ça joue un rôle très important dans les rapports sociaux de sexe, donc que ce soit dans la société en général ou que ce soit dans le milieu professionnel. Et donc, juste pour vous dire que les navires sur lesquels j'ai navigué, un officier n'était pas obligé systématiquement d'arborer un uniforme. Et donc, dans la marine marchande, le porter, c'est courant sur les navires de croisière ou sur les navires à passagers, mais dès lors que vous êtes sur des navires, des porte-containers, sur des pétroliers, etc., donc vous n'êtes pas obligé d'en porter. Bon, même si, évidemment, chacun a un uniforme au cas où il y aurait une représentation quelque part, où il serait invité. Bon. Alors, donc il existe quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des tenues spécifiques. Donc vous avez des tenues spécifiques à certaines situations de travail. Par exemple, vous devez avoir un bleu de travail, par exemple, à la machine, ou si vous pouvez vous habiller autrement selon les circonstances. Et donc, dans la majorité des cas, le choix se fait, en tout cas pour les hommes, selon la situation de travail ou de loisir. Je me repose, donc je vais me changer, je vais être propre, et puis si je vais bosser, je vais prendre mon bleu de travail.
Et donc pour une officière, eh bien, le choix n'est pas aisé, parce que les codes de la masculinité eh bien, dominent justement cette gestion de l'apparence physique. Et alors même qu'on peut considérer que les femmes et les hommes d'ailleurs sont tout à la fois dans un espace qui est un espace de travail, mais un espace aussi de loisirs, puisque c'est étroitement imbriqué, hein, ils sont quand même aussi, ils ont des temps de hors-travail. Eh bien, il faut pour les femmes savoir décliner ces tenues dans une gamme de situations variées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'habillent d'une certaine manière à la machine, au pont, mais au moment de loisirs et en escale. Alors, justement, l'exercice est plus ardu pour elles parce que les attentes de leurs collègues sont très fortes, justement, à cet égard. Alors, je continue avec mon petit guide d'embarquement à l'usage des femmes, qui a été reçu par la jeune fille que j'avais interviewée. Donc, où on lui rappelle que pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité, évitez de porter trop de bagues aux doigts, attachez vos cheveux s'ils sont longs. Nous attendons de vous la plus grande sobriété, bijoux rares, maquillage, parfums discrets, cheveux attachés. Et de manière générale, sont exclus toute extravagance. Piercing, tatouage, coiffure, coupe de couleur. Comme vos camarades masculins, accordez une attention particulière à votre tenue au repos. Même en dehors des périodes de travail, les chemisiers ou t-shirts particulièrement transparents peuvent être perçus comme une provocation. Une féminité excessive est rarement compatible avec les conditions de déplacement. Par exemple, pour descendre et monter les échelles, évitez les mini-jupes et les talons. Alors, intéressons-nous donc au choix qu'elles font quand il faut décliner ces tenues. Donc, on le voit, hein, ces femmes sont contraintes plus ou moins explicitement à intégrer par le vêtement, par la coiffure, par la posture du corps, eh bien, ce que des marins hommes attendent d'elles. Sans pour autant leur imposer une manière de s'habiller, eh bien, les hommes, comme ça, donnent dans leur discours les limites conformes à leur vision de l'ordre social. Quand je dis les hommes, il faut aussi, sans tomber dans une caricature, et bien imaginer que les femmes sont aussi porteuses de ces normes. Hein, d'accord ? Il ne s'agit pas de dire « ouh, les méchants », tout ça. C'est simplement de dire que hommes et femmes sont porteurs de ces normes. D'accord ? Et donc, dans l'exemple qui est tiré de ce livret, eh bien, c'est assez instructif parce que c'est un guide d'embarquement qui est réalisé donc, à l'initiative d'un commandant. Bon, alors on ne va évidemment pas généraliser, tous les commandants n'ont pas eu cette démarche. Et elle reprend, mais en fait, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend par écrit les suggestions orales que reçoivent fréquemment les jeunes filles quand elles sont à bord des navires. Et surtout, d'ailleurs, au début de leur carrière. Alors, vous avez Geneviève Pruvot qui avait parlé de ça aussi sur les policières, sur les femmes policières, où elles avaient exactement cette même injonction à une norme vestimentaire, où il était implicitement attendu des candidates au grade de commissaire de ne pas surjouer la féminité, c'est-à-dire pas de bijoux, pas de maquillage, etc. Mais il ne faut pas non plus que soient effacés les signes extérieurs de la féminité, d'accord ? Parce que ce qui est posé aussi, c'est qu'on va mettre en avant en fait un modèle de masculin neutre, mais en fait l'idée qu'il n'y ait pas de guide pour le personnel masculin, eh ben, montre qu'en fait ces femmes sont nettement plus observées parce qu'elles sont minoritaires. Et en fait ce livret qui est réalisé dans l'objectif de faciliter leur intégration, eh bien exacerbe des caractéristiques qui sont associées aux femmes, mais de manière caricaturale. Hein. C'est-à-dire que ces conseils vont retrancher ces femmes dans une féminité qui va redévoiler en fait tous les aspects stéréotypés de la féminité. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que il est quand même évident, je pense qu'en situation professionnelle, peu de femmes sont venues avec des talons aiguilles sur leur lieu de travail. Peu de femmes ont pris des mini-jupes parce que, voilà, pour travailler, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus pratique non plus. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les conseils sont formulés et ils révèlent en fait, ils sont formulés alors qu'ils n'auraient pas lieu d'être, et ils révèlent qu'elles sont avant tout perçues comme des femmes et non pas comme des marins professionnels. Et
l'usage en fait qui s'attache à faire sous forme de livret, qui s'attache à apporter des conseils aux enquêtés, eh bien, sous couvert d'en faire des marins comme les autres, eh bien, en fait, on va essayer de les conformer dans une figure, on va dire, de féminine qui serait sobre. Mais d'un autre côté, si jamais elles sont trop sobres, on va les taxer d'être des garçons manqués. Donc on va dire, bah oui, mais elles manquent de féminité. Et donc là, on appelle ça comme ça en sociologie, on va leur intenter des procès de virilisation. On va dire, bah oui, mais enfin, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de filles dans la marine, tu as vu, c'est quand même des camionneurs, tu as vu, c'est quand même, elles ne sont pas très féminines. D'ailleurs, moi, je me bats pour qu'elles soient un peu plus féminines, parce que quand même, on aimerait bien avoir des femmes en face de nous, etc., etc. Et donc, dans ce contexte, eh bien, ça pose une toute petite... ça explique un petit peu toutes ces normes sociales qui pèsent sur les uns et les autres et qui font que les femmes sont obligées de porter une attention particulière à leurs vêtements et que leur choix se fera, du coup, le plus souvent vers la neutralité. Et donc, elles vont jouer ce jeu-là, entre guillemets, c'est-à-dire que très souvent, elles vont se conforter à ce modèle-là, c'est-à-dire en mettant des jeans pas trop moulants, des t-shirts qui sont pensés pour être, pas être près du corps, etc. Et elles acceptent, en acceptant cette norme, en fait, elles vont afficher la volonté de ne pas être dans le bousculement des repères. Et en faisant ça, en fait, c'est un petit peu le travers, eh bien, elles montrent aussi qu'elles actent d'une certaine manière que la féminité est forcément présentée, perçue comme de la séduction. C'est-à-dire qu'en actant ces manières, cette conformité, elles montrent aussi d'une certaine manière que si jamais elles ne se conformaient pas à ça, elles seraient forcément dans de la séduction, forcément dans de la provocation, etc. Et donc, de ce fait, elles acceptent le jeu de l'habillement, et qui vont montrer, en fait, qu'elles sont là, alors qu'elles ne devraient peut-être pas être là, mais que, puisqu'elles sont là, il ne faut pas que ça se voie, en fait. Voilà. Par ce jeu de l'habillement, on peut observer ce jeu-là qui se joue. Et donc, elles vont endosser le costume de la discrétion, et elles vont rejouer les attendus des rôles féminins, des rôles sexués. C'est-à-dire qu'une femme doit être discrète, même si elle a du pouvoir. Une femme doit être silencieuse, elle doit évoluer dans une tension qui ne doit pas être trop féminine, mais c'est pas très définissable, sans être pour autant trop masculine, mais c'est pas très définissable aussi. Et voilà, et l'objectif visé, c'est de ne pas troubler donc sexuellement, de ne pas donner envie, de ne pas donner envie. Et elles doivent continuellement jouer de ces repères qui sont opposés. Voilà. Et donc, il est quand même intéressant de remarquer qu'au fur et à mesure de leur ascension hiérarchique, ces femmes vont quand même prendre de plus en plus de liberté avec leur tenue. Puisque quand j'ai filmé, la plupart d'entre elles occupaient des postes importants dans la hiérarchie du navire, et que du coup, elles commençaient justement, par la force de l'expérience aussi, à accorder de moins en moins d'importance aux remarques qui pouvaient être faites, par exemple, sur leurs vêtements. Et il semblerait que même si elles ont bien intégré tous les codes qu'on attend d'elles, eh bien que le moment où le pouvoir hiérarchique, en fait, leur permet de s'imposer un peu mieux, eh bien, elles vont coller de plus en plus dans les représentations de leur identité féminine, et donc elles vont de plus en plus affirmer leur légitimité à porter les tenues qu'elles souhaitent. Et donc, ce que je voulais aussi noter, c'est que la familiarisation aussi des uns et des autres dans cet espace fait aussi que les hommes et les femmes apprennent à davantage fonctionner ensemble. Donc, dans un espace de travail... et que il faut préciser quand même que le métier de marin est en transformation et que du point de vue, j'ai dit un petit peu technologique, mais aussi social, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui sont habitués à avoir été à l'école avec des femmes et que eux aussi préfèrent évoquer les aspects positifs de la mixité
et qui préfèrent en fait se rapprocher en fait d'un fonctionnement, on va dire, normalisé à terre, puisque à terre on vit en mixité aussi, et que voilà, l'univers du bord est, comment dire, homosexué, eh bien, est aussi, peut être aussi pesant pour les hommes apparentes. Voilà. Alors, tout ça quand même conduit à l'idée d'une carrière, des carrières qui sont quand même inégales, hein, puisque les officières qui ont fait l'objet de cette enquête, eh bien, il y a une autre caractéristique qui semble faire écho à la répartition verticale dont je parlais tout à l'heure pour caractériser le travail des femmes en général. Eh bien, c'est que les officières eh bien, sont confrontées au plafond de verre, c'est-à-dire ces obstacles visibles et invisibles qui séparent les hommes et les femmes, enfin qui séparent les femmes en l'occurrence, du sommet des hiérarchies professionnelles. Hein. Eh bien là, on peut être sûr que ça joue de façon certaine sur le maintien des femmes dans des catégories d'officiers spécifiques. Donc ainsi, en 2010, on apprend qu'elles sont 27 à occuper les plus hautes fonctions du bord. Hein, sur les 2122 que comptent les deux hautes fonctions du bord, que sont chef mécanicien et commandant. Hein, donc il y a 2122 commandants et chefs mécaniciens, et 27, dont 27 femmes. Elles sont 2 fois plus nombreuses à occuper les postes de lieutenant, qui sont les emplois positionnés donc, dans le bas de la hiérarchie des officiers. Et on peut observer voilà, qu'à la simple lecture de ces chiffres, eh bien, on voit qu'il y a une dynamique de parcours qui est différenciée selon qu'on soit un homme ou une femme. Alors, je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur les carrières, parce que l'heure tourne et je vois que le film est fini. Oui, que je n'ai pas encore fait les noms. Simplement dire, voilà, vous avez des critères qui permettent de faire carrière quand on est dans la marine marchande, qui sont posés comme neutres. Hein, on va dire, un officier, il a un diplôme. Ce diplôme lui donne accès, comment dire, à une fonction, donc à un brevet. Et puis, le temps de navigation lui permet d'obtenir le brevet. Eh bien, ce maintien des brevets qui se fait dans une période de 5 ans où, pour conserver son statut d'officier polyvalent, il faut naviguer 24 mois enfin 12 mois et 12 mois dans chacun des services. Donc, sachant que la polyvalence garantit une plus forte employabilité du marin, eh bien pour ces femmes, c'est beaucoup plus dur à réunir, hein, ces 24 mois. Parce qu'on s'en doute, il y a l'ombre de leur destin maternel qui pèse sur elles, et que vers 30-35 ans, le moment où en fait les marins hommes vont capitaliser leur temps de navigation pour soit franchir quelques postes, quelques fonctions hiérarchiques, soit pour devenir pilote, ou etc. Eh bien, ces femmes, donc, elles sont donc rattrapées par leur destin maternel, qui vient stopper ou ralentir leur carrière. Et donc, réendossant le rôle social qu'elles considèrent être le leur, et puis que tout le monde considère être le leur, c'est-à-dire qui est formulé autour du principe qu'une mère doit rester près de son enfant, eh bien, elles choisissent ou elles anticipent de stopper leur carrière ou de l'aménager par le recours à temps partiel. Parce que ça existe, le temps partiel aussi à bord, même si on imagine mal comment ça peut se passer. Et eh bien, en fait, le recours à temps partiel, c'est de toute façon pénalisant pour le brevet, hein, ça c'est évident, puisque si on travaille 2 fois moins, eh bien, on a 2 fois moins de chances de pouvoir capitaliser les temps. Et d'autre part, vous avez aussi une petite caractéristique, j'avais pu l'observer sur un des navires sur lequel j'étais, où en fait, il s'était posé la question de mettre un lieutenant soit à la machine, soit au pont, et que on avait, alors qu'il se trouvait dans la même situation, on avait favorisé l'homme pour qu'il soit au pont, pour qu'il puisse valider son brevet, partant du principe que de toute façon, une femme, ça valait pas le coup d'investir dans son brevet, puisque de toute façon, elle partira. Donc c'était moins important pour elle que pour l'homme, en fait. Hein. Donc ça, j'avais pu le vérifier en direct, en fait, en quelque sorte. Et ça a été montré aussi dans un des
dans le travail en fait du CEREC qui a été fait sur les officiers. Alors, donc, l'idée, pour les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup d'entre elles qui maintenant sont en âge d'avoir des enfants et qui en ont, travaillent à mi-temps, ou soit se sont retirées, soit travaillent à mi-temps. Une des caractéristiques des officières, c'est qu'elles sont aussi en situation d'homogamie. Ça veut dire qu'elles sont mariées avec des marins. Donc, le problème se pose doublement. Et bien évidemment, les normes sociales font que on va laisser le primat à la carrière masculine. Et de fait, elles perdent leur possibilité de carrière, c'est-à-dire qu'en tout cas, elles perdent leur possibilité de carrière embarquée. Mais en cela, il faut aussi revenir sur un principe, c'est qu'elles ne sont pas les seules à être affectées par le fait d'avoir des enfants, puisque c'est aussi un grand trait de la profession de la marine marchande, celle de l'évaporation des personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, qui, autour de 35 ans, décident d'arrêter de naviguer pour pouvoir articuler mieux leur vie de famille à leur vie professionnelle. Alors, juste pour conclure, l'ensemble des résultats que j'ai essayé de vous montrer là peuvent sembler à l'encontre de l'égalité professionnelle, peut-être d'un constat un peu négatif, mais simplement, je voudrais pas faire oublier que déjà ces femmes ont un rapport très positif au contenu de leur travail, mais aussi aux conditions particulières de son déroulement. Donc ce sont quand même des femmes qui sont quand même très heureuses du métier qu'elles font, et donc si elles le sont, c'est aussi que il y a des situations qui font que ça se passe suffisamment bien pour qu'elles puissent continuer à être heureuses dans leur métier. Et on a pu observer, d'ailleurs, vous avez vu un petit peu, qu'il y a pas mal de moments de sociabilité qui sont constitutifs de la cohésion nécessaire quand on est embarqué pendant une longue durée à bord des navires, et qu'elles jouent le jeu et qu'elles font aussi partie d'un équipage à part entière, et qu'elles sont aussi considérées comme telles à certains moments. Et donc, dans ce cas, je rejoins en fait ce que Sabine Fortino a dit sur la mixité au travail, puisque c'est une auteure en sociologie qui a travaillé sur cette question. Donc, où elle affirme qu'il est nécessaire de se dégager de l'idée répandue selon laquelle il est des métiers d'hommes et des métiers de femmes, et que c'est comme ça de tout temps et que ça ne changera jamais, et qu'il est vain de s'attaquer à des stéréotypes tenaces, parce que déjà, il y a un facteur qui favorise l'égalité des sexes, au moins de façon assez étonnante dans la marine marchande. Et c'est pas le cas en fait, quand vous faites des travaux sur des femmes qui investissent des milieux d'hommes, vous avez toujours un mécanisme qui se met en place. C'est que, par exemple, chez les magistrates ou chez les juges, on fait une redivision des tâches. C'est-à-dire, puisque les femmes sont juges, les hommes vont garder les affaires criminelles et puis les femmes vont faire juge pour enfants. Donc on a toujours des rôles sociaux qui vont être réassociés. Et dans la marine marchande, c'est pas possible d'une certaine manière. Même si les hommes trouvent que les femmes, elles auraient plus leur place au pont, le fait qu'elles soient officiers polyvalents fait qu'elles ont 2 brevets et qu'il faut qu'elles exercent au pont et à la machine. Et que ce brevet, ce diplôme d'officier polyvalent, leur garantit en fait une égalité, et le CEREC a montré d'ailleurs que les femmes sont à 50% au pont et à la machine, donc on n'a pas de mécanismes qui se mettent en place sur une assignation des rôles où les femmes, elles ne devraient pas être à la machine, etc. Et ça va à contre-courant justement des systèmes monovalents, puisqu'on l'observe aux États-Unis, 80% des femmes, puisque aux États-Unis la filière est monovalente, 80% des femmes exercent à la navigation, et donc seulement 20% à la machine. Et vous avez exactement la même chose au Venezuela, où vous avez 25% de femmes à la machine contre 75% au pont. Ce qui veut dire que donc en France, on est à 50-50, femmes autant au pont qu'à la machine, et qu'en soi, ça montre bien que des freins peuvent être levés par des décisions politiques qui permettent de dépasser la question des stéréotypes et qui permet de dépasser ces questions des rôles sociaux et de l'assignation différentielle des tâches. Voilà.
j'imagine que les hommes choisissent ces carrières, on devine ça à partir de la littérature par exemple, pour des raisons fantasmagoriques. Est-ce que les femmes, c'est également pour des raisons en partie fantasmagoriques qu'elles choisissent ces métiers-là? Alors, justement, je disais, c'était le rapport aussi du CEREC qui le montrait. Puis vous avez aussi une autre personne qui s'appelle Angèle Grovel qui a travaillé sur les femmes, sur les marins de marine marchande. Et que le mythe de l'appel du large, eh bien, il est quand même pas mal remis en question. Parce qu'avant toute chose, les motivations qui conduisent les étudiants à faire le pas vers la marine marchande, c'est se dire... Je vais vers un diplôme qui me donne un statut d'ingénieur, sachant que pendant 10 ans, je vais pouvoir profiter des escales. C'est vrai qu'il y a cette dimension aussi de faire quelque chose d'un peu exceptionnel, de faire des belles escales, même si ça tend vraiment, ça a complètement... Enfin, ça n'existe que dans très peu de compagnies encore, cette dimension des escales. Puisque ce qui se comptait en jours se compte en heures maintenant, sur les escales, avec la rapidité. Et donc... on est quand même plus sur des dimensions d'engagement qui vont sur un métier stable, qui donne de l'emploi, qui permet de se recycler quand on en a marre, enfin qui donne pas mal de cartes en main en fait pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Alors, mais comme je disais, c'est toujours à mettre en lien avec le plaisir de la pratique des activités maritimes. C'est pour ça que je disais, pour ça, les femmes et les hommes sont pareils. Ils aiment la mer, ils aiment les activités maritimes, ils se disent pourquoi pas faire un métier qui serait en lien avec ça. La vocation, moi j'en ai rencontré quelques-uns, bien entendu, mais ce n'est pas la majorité de mes entretiens en tout cas. Vous nous avez parlé du pont et de la machine. Oui. Le fonctionnement général, c'est quoi pour un néophyte? Alors le fonctionnement général, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au pont et à la machine? Non, le troisième. Le troisième, le service général. Ah oui, pardon, le service général, c'est ceux qui font à manger, le ménage... voilà, ceux qui gèrent en fait la survie, on va dire physique du marin, c'est-à-dire ceux qui les nourrissent, le ménage, voilà, qui entretiennent les locaux collectifs, qui font les approvisionnements, qui font, voilà, c'est ça, service général, voilà. Quels sont les sujets qui animent les personnages que nous avons pu voir au lieu et Alors, qu'est-ce qui se dit, en fait, dans le film, vous voulez dire? Alors, l'idée, c'est de reprendre, en fait, un petit peu toutes les résistances, en fait, qui peuvent être exprimées par les hommes, qui vont dire, bon, bah oui, mais une femme, c'est pas trop sa place d'être à bord des navires. Alors, vous avez, dans le premier temps, mais c'est un bout à bout, il n'est pas encore terminé, mais bon. Alors, au début, vous avez donc des scènes de travail, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on commence à se poser la question de... Je montre, je crois que sur des navires à passagers, donc des femmes qui font le ménage. Après, on voit la mise à l'eau des embarcations, qui sont donc une des fonctions du second capitaine, qui est de faire des exercices de sécurité. Donc là, c'était la mise à l'eau d'une embarcation de survie. Et donc après, l'idée, c'était de dire, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous des femmes qui arrivent à bord? Et donc là, on va voir se déclencher en fait qu'est-ce que c'est que d'être un marin? Et donc là, on va dire, il faut avoir des attributs masculins pour être marin, il faut être fort, il faut être courageux, il faut être viril, etc. Et après, vous avez une autre personne qui dit, qui se rappelle la première fois où il a vu une femme embarquée et tous les fantasmes qui accompagnaient la présence de cette femme, sur le fait que les femmes, qu'il faut pas se leurrer, que les femmes, elles sont quand même mieux à la machine, elles sont mieux au pont qu'à la machine, parce que la machine, c'est pas un environnement pour une femme, etc. Donc vous avez tous ces petits mécanismes, et puis après vous avez des personnes qui sont là pour pondérer, qui pour elles posent des questions sur la présence des femmes, comment est-ce qu'on leur en demande 2 fois plus, de prouver à chaque fois qu'elles sont là, qu'elles ont leur place, etc. Et qui sont des mécanismes que les commandants, que certains hommes
que certains hommes ont montré aussi, en fait. Hein, enfin, je veux dire, les hommes ne sont pas forcément dupes aussi de ces situations. Hein. Ils le voient bien que des femmes vont travailler un peu plus pour montrer qu'elles sont là, qu'elles ont le droit d'y être, etc. Et voilà. Oui. Si on compare tout ce que les chiffres que vous avez cités, donc dans la marine marchande, si on compare ça à la marine nationale et à la marine de pêche, j'ai l'impression que la marine marchande n'est pas trop mal lotie. Alors, bon, la marine de pêche, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pour la marine nationale, alors pourquoi est-ce que moi j'ai jamais en fait, sur la marine de pêche, c'est vrai que je reconnais, je ne connais pas très très bien, parce que en fait, il faut quand même bien préciser que je me suis intéressée à une catégorie particulière qui est des femmes cadres, en fait, d'une certaine manière. Alors dans la marine de pêche, je sais pas si... Non, mais il doit y en avoir, hein, je ne connais pas le milieu. Hein, Mais à bord, je parle pas... Mais attendez, je parle pas des navires usines de pêche hein, qui utilisent des marins marchands. Il y en a plus. Ben, il y en a encore à Saint-Malo en tout cas. Mais il y a la Coma Pêche fonctionne comme ça encore. Mais je voulais dire que sur la marine nationale, qu'est-ce qui m'a fait écarter, entre guillemets, hein, la marine nationale, c'est que pour moi, ce ne sont pas des situations comparables. La marine nationale, déjà, c'est une identité de combattant, ce n'est pas une identité de marin. Même si dans leur publicité, ils mettent en avant cette idée, vous seriez marin sans le savoir, vous avez vu toutes les publicités, etc. Marin, c'est quand même un grand fourre-tout, hein, on l'a compris, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, il y a d'abord cette idée que quand on appartient à la marine nationale, on appartient à un organisme militaire qui... d'abord on est combattant et en plus c'est un statut qui vous protège. Quand on est dans la marine marchande, quand les filles envoient des CV, hein, on leur a dit à l'école, les filles quand vous envoyez vos CV, vous ne mettez pas vos prénoms, vous mettez l'initiale de votre prénom, parce que sinon le CV il redescend en dessous de la pile. Moi j'ai des exemples de jeunes filles qui ont envoyé leur CV, on leur a écrit « Monsieur, nous sommes ravis de vous accepter, nanana ». Elles appellent pour dire bon bah ok, quand est-ce que je prends? Ah, excusez-nous, on s'est trompé, il n'y a plus de place. Hein, donc vous avez des mécanismes comme ça. Dans la marine nationale, il n'y a pas le choix des affectations. Enfin, je veux dire, elles sont protégées par leur identité. Dans l'exemple de la jeune fille que je vous disais qui s'était fait piquer son soutien-gorge par un homme, etc. Quand elle n'est pas renouvelée dans son contrat qui était un CDD, je veux dire, elle n'est pas protégée par le statut de la marine nationale, d'accord? Et donc c'est tous ces petits événements mineurs qui font aussi qu'elles ne peuvent pas avoir une carrière identique, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Est-ce qu'en France, il y a des femmes pilotes? Pilotes de port? Non, pilotes de port, oui. De port, ouais, il y en a une. Alors ça, c'est vraiment, comme on dit, vous savez, être pilote de port, c'est le bâton de maréchal de la marine marchande. C'est un petit peu... Après commandant, c'est la façon de se recycler, c'est la profession qui réunit tous les avantages. Vous continuez à avoir un statut très valorisant, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde du travail, appartenir à un statut très légitime, c'est valorisant dans la société. Donc c'est très valorisant d'être pilote, c'est très... financièrement, c'est très intéressant, plus que commandant. Vous continuez à naviguer, si c'est votre passion, donc c'est super. Et bien donc vous avez 352 pilotes en France, vous avez une seule femme. Alors peut-être depuis, je ne sais pas quelle est la deuxième, parce que j'en connais. Ah, la Martinique, d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas, et en tout cas à l'époque où moi j'ai commencé à faire cette enquête, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est passée dans le film? Ouais, donc voilà. Et donc, eh bien ça, il est très intéressant, son parcours. Hein. Son parcours est très, très intéressant sur les obstacles qu'elle a dû surmonter pour être pilote de port, sur toutes les résistances aussi qui existent dans cette profession. Mais ça, dans ma thèse, j'en parle un petit peu sur justement les... Vous avez Maurice Duval, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, qui est un ethnologue qui a fait aussi un travail sur la marine marchande, qui raconte avoir rencontré un pilote et puis qui dit oh là, qu'est-ce qu'elle est bien cette fille, mais elle bosse super bien, parce que vous savez, les pilotes, en fait, hein, il faut quand même, c'est surtout du réseau aussi, hein, pour pouvoir devenir pilote, outre que de grandes capacités.
et qui dit mais elle est super, elle serait parfaite, mais quand même c'est une femme, je peux quand même pas faire ça. Et c'était ça, son discours était vraiment, voilà, c'était pas possible en fait. Il n'arrivait pas à dépasser ça. Maintenant, ça veut pas dire... On aimerait croire que ça pourrait être dépassé, hein, puisque quand j'ai commencé l'enquête, c'était il y a 7 ans peut-être, en fait, ça ne l'est toujours pas, puisque vous voyez, si, remarquez, ça a évolué, puisque j'apprends aujourd'hui qu'il y a une deuxième femme, et je ne le savais pas, en fait. Ça a doublé quand même. Ça a doublé, voilà. C'est vrai, on peut le dire. Mais ouais. Pourtant, quand un navire étranger demande un pilote, il ne demande pas un homme ou une femme, il demande un pilote. Et... Non, d'ailleurs, quand vous demandez même un navire qui a besoin d'un second capitaine, il ne demande pas une femme ou un homme, il demande un poste. Et un bateau, ça fonctionne avec un nombre de postes. C'est incompressible, sinon il y a de la sécurité qui se met... Enfin, sinon, vous ne pouvez pas être assuré, etc. Donc un bateau ne peut pas partir s'il n'a pas le nombre de personnes requises. On ne demande ni des hommes ni des femmes. Hein. D'ailleurs, les cabines, elles ne sont pas attribuées en fonction d'hommes ou de femmes, etc. Il y a une fonction et voilà, et attachée à cette fonction, une cabine, un poste, etc. Et normalement, la dimension sexuelle ne devrait pas intervenir. Sauf qu'elle intervient tout le temps. Ouais. Vous parlez des bijoux, Oui. Des cheveux attachés. Et ça, c'est des consignes de sécurité générale. Tout à fait. Qui sont en pratique dans les hôpitaux, tout à fait. Dans les machines. Dès qu'il y a une machine, c'est dangereux de se promener. Tout à fait. Mais là, ce que j'essayais de soulever, c'était pas incongru de dire ça, mais c'est simplement de dire qu'on n'a pas fait un guide pour les hommes d'embarquement pour leur dire vos cheveux, parce que vous avez vu, vous avez des cheveux longs hein, aussi dans les marins que vous avez pu voir, et eux, on leur dit pas. Voilà, il y a une signification plus particulière qui est on va prescrire ce qu'il faut faire pour les femmes, tandis que les hommes se laissent juges de ce qu'ils doivent faire en fait, d'une certaine manière. C'est ça la différence en fait qui est maintenue. Mais effectivement, vous avez raison, il vaut mieux avoir les cheveux attachés, hein. Il n'y a pas de souci. Même quand on fait une intervention, c'est mieux, vous voyez, parce que sinon... Voilà. Vous avez donné un nom au baptême. Le baptême des pilots ? Les pilots, c'est la contraction de pilotin et pilotine. D'ailleurs, pilotine, ça veut dire aussi, c'est l'embarcation, on emmène le pilote à bord des navires. Et donc, pilot, c'est quand les élèves donc, ont réussi le concours et ils entrent à l'école en septembre. Et il y a une période durant laquelle 2 ou 3 mois où ils sont considérés comme... le témoignage en fait part comme des rien du tout, c'est-à-dire qu'ils sont ni marins, ni terriens, enfin bref, ils sont rien. Et donc, ils sont pilots. Et pilot, ça signifie que il va falloir qu'ils passent des rites de passage. Ça veut dire que c'est du bizutage, hein, d'une certaine manière, on peut enlever la dimension, pas forcément violente, mais je veux dire, c'est quand même un rite de passage. Et du coup, ils doivent, ils sont un peu corvéables à merci, ils doivent porter une manille qui est très lourde, qui fait 3 kilos, il faut venir avec sa manille en cours autour du cou. Il faut montrer qu'on est soumis, qu'on va se conformer à l'ordre en vigueur, etc. Et puis après, il y a le jour du baptême. Donc, quand ils se sont bien comportés, etc., au bout de 2 mois, il y a le jour de baptême. Et c'est le jour du baptême où vous avez... où ils sont trempés dans une bassine qui mêle huile de foie de morue, de vin, de l'eau sale de vaisselle, tout ce que vous voulez, qui est très ragoûtant, quoi. Et puis ensuite, ils doivent, vous avez vu, il y a Neptune et Amphitrite qui sont symbolisés. Hein, et puis donc, il y en a un ils ont de la moutarde sur les pieds, donc il faut lécher les pieds, manger de la morue crue. Et puis après, bing, on se trempe dans le bassin. Et là, symboliquement, on est baptisé. On s'est trempé dans le bassin et on sort de là, on devient marin. Voilà. Et donc, symboliquement, on quitte la catégorie des terriens pour devenir marin. Comment toi, en embarquant, tu as vécu tes embarquements en tant que femme? Et est-ce que tu t'es sentie, est-ce que tu as ressenti toi des choses justement en tant que femme au niveau des rapports hommes-femmes? Est-ce que tu as été accueillie dans tes interviews? Et je voulais aussi savoir si sur le pourcentage en fait d'hommes interviewés, s'il y en a combien de pourcents étaient favorables et d'autres. Alors où est-ce que ça se situe pas?
C'est difficile à situer parce qu'on peut être dans le déclaratif et dire je suis favorable, et vous avez pas vu, mais enfin si, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas entendu. Vous avez un monsieur qui est un commissaire qui est derrière son comptoir, je sais pas si vous vous souvenez, et donc il dit pour moi avant les filles dans la marine marchande c'était pas possible. Pour moi, le rôle d'une femme, c'était pas d'être à bord. Et donc maintenant, ça fait 10 ans que je travaille avec des femmes. J'ai totalement revu ma position. Hein. Je trouve que c'est vraiment formidable. Hein. Donc vraiment là, j'ai totalement revu ma position. Puis Step, il fait bon, enfin même si je voudrais pas que ma fille le fasse. Alors je dis pourquoi ? Parce que la place d'une femme, c'est quand même pas d'être enfin bon, pour les enfants, par exemple. Enfin, voilà. Et donc, voilà, tu l'interroges, il va dire, oui, je suis d'accord. Mais après, c'est pas tant dans le déclaratif que dans les comportements qui sont associés à la présence des femmes qu'on va le montrer. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, j'ai un vrai exemple qui peut montrer ça, que je trouve très intéressant et que j'ai développé dans ma thèse, qui est le cas d'une jeune femme qui était... je la rencontre une année, je fais une interview avec elle, elle était second capitaine, et puis elle était pas bien. Elle dit oui, je souffre beaucoup parce qu'en fait, j'ai accouché ma fille il y a 3 mois. Je viens de reprendre le travail, j'en suis à mon 2e embarquement depuis mon arrêt depuis ma reprise de travail. Bon, voilà, je culpabilise, et puis en plus, j'arrête pas d'entendre partout, une femme, elle devrait pas être là, elle devrait être près de son enfant. Elle faisait un mode d'alternance 1 mois. Et elle dit, voilà, je suis mal, là j'entends, j'arrive à la passerelle, les gens carrément, ils veulent pas me parler parce que pour eux, je devrais être près de mon enfant. Et elle me disait, mais moi j'ai fait 5 ans d'études, son mari était routier, donc elle gagnait 3 fois plus que lui, quoi. Donc du coup, il y avait aussi une rationalité économique qui rentrait en ligne de compte. Mais par contre, le regard qui était posé sur elle était vraiment, elle en souffrait énormément. Et donc, je me dis, mais elle va jamais. Et puis elle dit, mais moi, j'en ai marre de toute cette pression, même ma famille me le dit, donc c'était pas seulement dans son univers de travail, c'était aussi ses parents, etc. Et elle dit, mais moi, ce que j'attends de voir, c'est si ma fille en souffre, et si ma fille en souffre pas, je continuerai à naviguer, parce que c'est aussi ma passion, parce que ces femmes ont le droit aussi d'aimer leur travail, hein. Je veux dire, il y a aussi cette dimension qui est quand même importante. Bref. Et donc, je me dis, en sortant de cet entretien, je me dis, là, elle va pas rester longtemps, à mon avis, parce que ça va être trop lourd à porter, parce que vraiment, je l'entendais même moi-même du regard des autres, quoi. Et puis, 2 ans après, je remonte sur ce bateau, et puis je la revois. Puis alors là, elle avait été promue, super, en place et tout. Puis je dis, alors ça va ? Ah oui, ça va super bien, tout se passe bien, mon mari s'est arrêté de travailler. Donc du coup, maintenant, je suis totalement rassurée. Donc, moi, ma fille... elle est bien avec son père, etc. Et du coup, j'interroge ses collègues, et puis tout semblait bien aller. Et puis ses collègues, en fait, disaient, quand je leur disais, alors, elle continue à naviguer, ça vous pose pas de questions par rapport au fait qu'elle est mère de famille. Et en fait, tout ce qui ressortait des entretiens, c'était qu'en fait, vu que son mari n'était pas à la hauteur, qu'elle n'avait pas le choix. Et qu'en fait, c'était que... Au départ, c'était elle qui était démissionnaire. C'était un échec, en fait, dans son rôle social. Elle n'était pas là où elle devrait être. Et que pour comprendre qu'elle y était quand même, en fait, c'était le mari qui était en échec. Et que du coup, elle était obligée de compenser. Et à jamais, à aucun instant, sa trajectoire pouvait sembler normale, en fait. Hein ? C'était en raison de l'échec du mari, de son incapacité à ce qu'on appelle le breadwinner aux États-Unis, c'est-à-dire c'est celui qui ramène de l'argent à la maison. Comme il était incapable de ça, elle n'avait pas d'autre choix que de faire ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, on a questionné ses capacités professionnelles à occuper les fonctions qu'elle venait d'avoir. C'est-à-dire elle avait été tour à tour au commissaire de bord, second capitaine, etc. Personne n'a jamais dit qu'elle n'était pas compétente, et elle était second mécanicien aussi. Ce qui voulait dire que, passant dans les 3 services, elle serait bientôt commandant. Mais personne n'a jamais rien dit sur ses capacités à exercer ça. C'était toujours du côté du rôle social qu'était interrogée sa présence, en fait. Est-ce que ça ne se passe pas aussi dans d'autres professions ? C'est pour ça que j'ai dit au départ, ça s'est passé de la même façon pour les architectes, etc. Sauf qu'ici, vous avez un modèle qui est plus fort dans le sens où les femmes, quand elles sont
à bord, elles ont déserté la sphère domestique. Et ça pèse plus lourdement sur elles. Maintenant, c'est exactement... Mais les résistances, etc., il s'est passé exactement la même chose, je veux dire, pour les magistrats, pour les juges, sauf que c'était il y a 30 ans. Bon, ben voilà, là, on en est là. Mais il se passe la même chose même dans les catégories, par exemple, de maçons, de menuiserie, enfin, etc. Vous avez toujours une interrogation... Mais c'est pour ça, moi je disais, moi en tant que sociologue du travail et du genre, je me suis intéressée au cas de la marine marchande. Maintenant, j'aurais pu m'intéresser au cas d'un autre corps professionnel. Hein. Je ne voulais pas m'avancer comme une spécialiste de la marine marchande, je voulais juste dire qu'il y a des mécanismes qui sont en vigueur, qui ont été montrés. Je voulais voir comment ça se passait dans la marine marchande. Voilà. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de spécifique, c'est que c'est quand même un milieu fermé, un milieu où on vit tout à fait 24 heures sur 24. Et nous, on a eu l'occasion de voir aussi pour les sous-marins, où là, par contre, a priori, les femmes, enfin, je crois avec les je ne sais pas. Ah si, alors vous avez vu que depuis au mois de septembre, le dernier rempart à l'interdiction des femmes à bord a été levé. Vous avez une dame, une journaliste là qui est montée. Excusez-moi, du coup, je vous interromps, mais vous vouliez... Mais bien sûr, hein, les conditions du huis clos, en fait, moi, mon interrogation, c'était de me dire, justement, est-ce que quand ils vivent ensemble, du coup, ça se passe différemment ? C'est-à-dire que ça, on peut le voir, si on étudie les architectes, ou n'importe quel, ou même un maçon, etc. Bon, la fille, elle est énervée, on lui a dit qu'elle était trop fille, trop garçon manqué, pas belle, tout ça. Elle rentre chez elle, elle va appeler sa sœur, elle va se dire, oh là là, il m'énerve, j'en ai marre, est-ce que je tiens ? Bah allez, accroche-toi. Là, les femmes, pendant 2 mois, elles sont toutes seules, et seules avec 17... Enfin, elles peuvent l'être avec 17 personnes, 17 hommes, qui en plus, parfois, sont aussi des équipages étrangers, avec qui elles peuvent même pas communiquer... Enfin, elles peuvent communiquer en anglais, mais je veux dire, vous n'avez pas forcément non plus comment dire, le même bagage culturel non plus pour en discuter. Donc du coup, ça fait quand on est tout seul et que ça se passe mal, on est tout seul et ça se passe pas très bien. Donc il faut pouvoir compter sur ses propres ressources quoi, pour se sortir de là. Et donc évidemment, les conditions du huis clos, ça va favoriser tout ça. Et moi, je l'ai vu. Et c'est un des chapitres justement de ma thèse. Pour moi, ce qui m'a le plus... intriguée en fait dans le fait du huis clos, c'est comment on renvoie des femmes dans leur vision la plus caricaturale, c'est-à-dire des femmes justement, quand on vit ensemble, on doit laver son linge, vous avez les femmes qui vont faire attention à ne pas mettre leur dessous féminin dans la laverie du bord, parce que sinon ça pourrait être perçu comme une provocation sexuelle, etc. Et donc vous avez une autodiscipline qui se fait, voilà, et ça on peut le voir que dans un univers professionnel, on ne peut le voir que parce qu'ils vivent ensemble pendant longtemps. Mais d'un autre côté, ça favorise aussi plus facilement le changement des représentations. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gars, ils se disent plus ah bah oui, une fille à machine, bah oui, il n'y a pas de problème. Moi, toutes celles que j'ai vues, j'ai jamais eu de problème. Enfin, et c'est aussi ça. Alors, c'est ça qui est ambivalent, en fait, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, d'une certaine manière. Hein, et puis comme je le disais, maintenant, les gens sont de plus en plus habitués, donc... sauf que les chiffres des filles dans la marine marchande, ils ne bougent pas beaucoup, hein. Par contre. J'ai juste une question complémentaire. Est-ce que vous avez parlé des populations françaises et étrangères ? Oui. Est-ce que vous êtes aperçu qu'il y a une différence entre le comportement selon les nationalités ? Alors, vous avez... donc, il faut bien imaginer que, encore une fois, je répète, je travaille sur la catégorie des officiers. Et que la population étrangère qui est embauchée est donc une population de subalternes et donc qui sont dans un rapport de domination qui leur laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de femmes. Je veux dire, ce sont des gens qui sont placés par des agences de manning. Si ça se passe mal, ils n'ont plus de boulot. Hein, donc je pense qu'ils font d'autant plus attention. D'autre part, vous avez des cultures, entre guillemets, qui vont être des exemples de femmes qui ont navigué avec des équipages étrangers qui ne toléraient pas d'être commandées par une femme. Au Moyen-Orient, ça s'est vu, ça existe. La majorité des cas qui m'ont été relatés, ça se passait très bien. Mais ça se passait toujours encore dans la mobilisation d'un stéréotype féminin, puisque moi j'ai fait des interviews, par exemple, avec des Africains à bord, qui eux adoraient avoir
des femmes à bord parce que c'était leur maman. Voilà, ah ben elle s'occupe de nous, elle est gentille, elle m'a tout appris. Et j'avais des gens qui venaient, qui étaient vraiment les larmes aux yeux en disant grâce à elle, elle m'a tout appris parce qu'il y avait cette idée aussi qu'ils puissent apprendre de favoriser leur carrière à eux aussi, c'est-à-dire en les recommandant pour faire des formations, etc. Et donc, du coup, il y avait cette figure maternelle qui était mobilisée. Et du coup, ça se passait très bien. Enfin, je veux dire, après c'est les femmes qui jouent chacune de leur carrière. Mais j'ai pas répondu à ta question, en fait, encore, je crois, tout à l'heure. Mais oui, pardon. Mais voilà. Enfin, juste pour revenir à sa question, parce qu'elle me demandait comment, pour moi, ça avait été à bord. Pour moi, moi, j'ai toujours été ravie de cette expérience. Pour moi, ça a été des superbes expériences. J'ai noué des relations vraiment très fortes donc, avec les personnes avec qui j'ai pu embarquer. Pour moi, ça s'est toujours bien passé, mais il faut dire aussi que j'étais dans un rôle à part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'enjeu à ma présence. Au début, quand j'étais sur le pétrolier, les gens croyaient que je venais pour la compagnie pour instaurer la parité homme-femme à bord des navires. Donc en fait, j'étais vue avec méfiance. Alors en plus, quand vous arrivez avec une caméra, c'est encore pire. Parce que y a une notion de flicage, en fait, d'une certaine manière, qui peut être mal perçue. Mais après, ça s'est bien passé. Moi, j'ai jamais forcé qui que ce soit à être interviewé. En général, quand j'ai fait, j'ai toujours... Moi, mon point d'ancrage a toujours été d'aller vers une femme que je connaissais. Donc, je la suivais, elle, dans son travail. Après, les gens venaient naturellement ou pas pour être interviewés. Mais j'ai jamais forcé qui que ce soit. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les hommes, ils avaient envie. Ils avaient envie, bien sûr. Non, mais tout à fait. Ils ont envie de parler des femmes, ils ont envie de parler de leur vie, et puis ils n'ont pas envie d'en parler que dans des dimensions comme ça, de provocation, etc. C'est simplement... c'est ambivalent, de toute façon, c'est ambivalent. Moi, je pense que le fait que ça se rapproche d'un fonctionnement à terre, c'est aussi ça qui est important pour eux. C'est de revenir à une vie un peu normale, entre guillemets, des gens avec qui ils peuvent danser s'il y a une fête à bord du navire, avec qui ils peuvent chanter, ils ont des voix féminines pour chanter des chansons, enfin, je veux dire, pour jouer, voilà. Et ça, c'est quand même... c'est du plaisir, la convivialité, c'est quand même une part importante de leur boulot. Je veux dire, ils sont coincés ensemble, quand même, pendant longtemps. Donc c'est bien de pouvoir aussi se détendre en toute amitié avec des femmes. Voilà. On pourrait faire la même remarque à contrario avec l'homme au foyer ou le coiffeur ou le couturier qui n'est pas considéré dans le monde de la même façon. Tout à fait. Tout à fait. Une remarque qui serait intéressante. Est-ce que vous avez interrogé les femmes de marins? Oui, alors... en présence des femmes à bord. Alors, vous savez, en fait, j'en ai c'est d'ailleurs, je vais vous dire, vous pouvez, si un jour vous avez... Enfin, je ne vous conseille pas de lire ma thèse, c'est un gros pavé qui n'est pas... C'est tout ça, mais si jamais vous aviez l'occasion, je commence par ça. En fait, moi, ce qui m'a motivée vraiment à me dire que j'allais étudier, c'est, au départ, si vous voulez, moi, je devais aller... à l'école de la marine marchande, parce que c'était un exercice dans le cadre de la sociologie. Il fallait aller observer une école. Bon, j'y vais. Puis là, c'est le directeur qui me dit, vous savez, nous, on a 3 femmes quand même, et puis elles sont au Bural. Elles ont été élues au Bural, et puis ça, c'était un fait significatif, parce que ça n'avait jamais été fait, enfin bon, etc. Donc c'est lui, en fait, qui m'a dit, moi, je ne connaissais pas la marine marchande, donc pour moi, homme-femme, je n'avais pas de l'impression qu'il y en avait moins ou pas. Bon, bref. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que le facteur féminin, c'était quelque chose d'important. Et donc, il y a eu le bal de la marine marchande. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller filmer le bal, puisque j'avais interviewé 3 filles. Et là, j'ai interviewé des femmes d'officiers. Et j'ai voulu les mettre dans le film, mais comme je n'ai pas les autorisations, je ne le fais pas. Mais ça a été... j'ai été estomaquée, en fait, par l'attitude de ces femmes. Ça a été des femmes, vous vous intéressez à des femmes officiers, mais vous avez vu des femmes, mais de toute façon les femmes, elles ne sont pas faites pour faire ce boulot-là, elles pleurent au moindre incident, alors si elles pleurent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le navire, elles vont le laisser couler, mais elles n'ont rien à faire là-dedans. C'est pas un film sur les femmes,
officiers, c'est sur nous que vous devriez faire un film, parce que nous, on a mené une vie, nos carrières, les enfants, etc. Et c'est vrai, elles ont raison, elles n'ont pas raison que je ne m'y intéresse pas, mais je veux dire, elles ont raison de dire aussi que ça a pesé sur elles, la carrière de leur mari, et ça a pesé différemment que de quelqu'un. Mais ça a été un florilège de stéréotypes sur les femmes, et ça m'a vraiment choquée. Vraiment, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de continuer. Je me disais, mais pourquoi, comment on peut être méchant à ce point-là, en fait, d'une certaine manière. Vraiment, ça m'avait assez estomaqué. Je voulais savoir si vous aviez étudié également la sphère privée au sein des équipages en huis clos. Il y a des relations personnelles aussi, du coup, qui peuvent se nouer entre le personnel féminin et masculin. Est-ce que ça, vous l'avez envisagé et comment? Alors, je l'ai envisagé, mais un petit peu au même titre que tout ce qui peut se passer dans n'importe quel univers professionnel. C'est-à-dire que dans tous les univers professionnels, il se passe... je veux dire, il faut quand même se rappeler que 80% des couples, enfin je ne sais plus, 80% c'est peut-être beaucoup, mais se font au travail. Donc évidemment, comment nier qu'il y a certainement... D'ailleurs, c'était assez amusant parce qu'il y a des femmes qui disent « Oui, moi j'ai rencontré mon copain à bord, mais il ne s'est jamais rien passé à bord, on a attendu d'être à terre, etc. » Et puis d'autres qui disent « Bon, bah nous, ça s'est passé à bord, mais on a été super discrets, jamais personne ne l'a su. » Puis d'autres qui disent « Ah bah moi, de toute façon, quand tu arrives à bord et que tu es une femme, tu es... de toute façon, Et d'ailleurs, c'est un des témoignages où ils disent qu'il y a tout un tas de fantasmes sur les femmes qui vont coucher avec tout le monde, etc. Donc du coup, avec des réputations, évidemment, avec même des petits films qui ont traîné sur Internet, enfin des choses comme ça, des trucs assez glauques, en fait, d'une certaine manière. Et donc, il y avait une jeune fille qui me disait bah, moi, de toute façon, je sais que ma réputation est comme ça. Alors, si j'ai envie, bah, je fais. Et puis, si j'ai pas envie, bah, je fais pas et j'en ai rien à faire. Et je veux dire... pour moi, j'ai pas donné plus... c'est pas que j'ai pas donné plus d'importance à ça, mais c'est une dimension, si vous voulez, que j'ai pas approfondie parce que c'est pas forcément évident, parce qu'elles sont pas beaucoup, que évidemment après on fait des recroisements, on comprend, c'est pas... Enfin, de toute façon, même sur le lieu de travail, c'est jamais valorisé. Mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que c'est pas plus qu'ailleurs, c'est pas moins qu'ailleurs, voilà. C'est ce que je dirais en conclusion de ça. Évidemment, on va pas dire ah ben non, elles vont pas le faire. Mais c'est risqué pour elles de le faire, ça c'est sûr. Il y a une donnée aussi, c'est qu'on est quand même très fatigué. On a franchement pas forcément ni le temps ni l'envie si on veut bien faire son travail. Mais voilà, oui, donc c'est... Voilà, c'est pas plus qu'ailleurs. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai auquel j'ai voulu donner trop d'importance parce que c'est quelque chose aussi dont on s'empare facilement à mauvais escient aussi sur les femmes. Merci. Et vous avez tourné des films sur le hall de la marine marchande. Et vous n'avez pas eu l'autorisation de la part de qui? Des femmes de marins ou des... Non, mais c'est-à-dire que c'était ma toute première fois en fait où je filmais en fait, et du coup, je savais pas qu'il fallait des autorisations, enfin demander des autorisations pour ensuite. Donc après, je l'ai su, mais sur le moment, j'ai pas su, et donc je suis repartie avec mes images. Et comme elles sont franchement pas valorisantes vis-à-vis d'elles, je suis persuadée que si je les mets, ça se retournera contre moi. Donc du coup, je les mets pas, mais c'est pas grave, hein. Autocensure. Je m'auto-censure, exactement. Je m'auto-censure, ouais. C'est... Oui. Oui, tout à fait. Comment? Ah. Il n'y en a que 2 en plus, hein, c'est pas facile. Oui, mais celle d'officier polyvalent, c'est Marseille et Le Havre, hein, pour jusqu'à la 5e année, quoi. Voilà. Bon, je propose que... je sais pas, à moins que quelqu'un...